C'est un aspect familial et c'est ça qui est assez intéressant ici, c'est qu'on sert une famille et qu'il y a un retour aussi, c'est-à-dire que le souverain connaît parfaitement tous ses carabiniers, il y a aussi une reconnaissance et que l'on n'a pas forcément, je dirais, en France. On sert un État, mais on ne voit pas au quotidien le président de la République. Là, le carabinier qui est au palais, dans l'absolu, il peut voir le souverain tous les jours ou sa famille tous les jours. Donc il y a une proximité toute relative, mais il y a une proximité avec la famille qui fait qu'on sert la famille, on les voit au quotidien, on est là avec eux et on a envie vraiment de les servir au mieux. Donc c'est vrai qu'il y a cette notion d'intérêt commun, d'intérêt qui fait que ça fédère de suite, même ceux qui n'ont pas eu de vocation à être militaires avant, où c'est vraiment fédérateur. Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Cette semaine, nous changeons de pays pour aller dans la principauté de Monaco, à la rencontre du commandant Martial Piet, le chef de corps de la compagnie des carabiniers du Prince. Après une carrière bien remplie dans l'armée de terre, il commande aujourd'hui cette unité particulière chargée de la protection de la famille princière. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et également à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense-zone.com ou en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous sommes à Monaco avec le commandant Martial Piet. Mon commandant, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, pas de souci. Bonjour Jean-Raphaël. Très heureux de t'accueillir déjà à la compagnie des carabiniers du Prince. Donc, je suis le commandant Martial Piet. Je commande depuis le 16 janvier dernier la compagnie des carabiniers. Mais je suis arrivé en principauté 1er août 2017, après 26 ans de carrière dans l'armée française. Donc, au début, j'ai commencé en tant qu'appelé du contingent, contrat VSL. J'étais au 14e RPCS. Ensuite, j'ai eu un contrat ORSA. Donc, j'ai continué mon petit parcours dans le matériel. J'ai réussi le MIA. Après le MIA, j'ai choisi l'arme du génie. J'étais en école d'application à Angers et à la sortie de l'école d'application, j'ai choisi de servir au premier RPIMA parce qu'il y avait une place pour un sapeur au premier. Donc j'ai passé mes 4 ans de lieutenant à Bayonne et ensuite le génie m'a récupéré pour commander ma compagnie d'administration et de soutien à Metz. Et ensuite, donc j'ai regagné le génie au sein du 17e régiment du génie parachutiste à Montauban, où là j'ai pu participer au marénat du régiment par la princesse Caroline. Et vous comprendrez que de fil en aiguille, ça m'a amené jusqu'ici, donc de 2010 à 2014 au 17e RGP et ensuite 2014-2017 au 31e régiment du génie à Castelsarrasin. Alors justement, là vous venez d'en parler, comment on bascule de l'armée de terre française à la compagnie des carabiniers du Prince à Monaco, puisqu'on a bien évidemment changé de pays là. Oui, tout à fait. C'était un peu une surprise. Moi, je n'ai jamais postulé pendant que j'étais à l'armée pour venir à Monaco. C'est le colonel qui était en charge, donc le colonel Fringant qui était en charge du marénat du côté de Monaco. Donc, c'est aussi un colonel qui était passé par l'armée française. Qui m'a recontacté, donc le marénat c'était 2012, il m'a recontacté en 2016 en m'appelant en disant on a pensé à vous pour un poste d'adjoint à ce moment-là à la compagnie des carabiniers du Prince, est-ce que ça vous intéresse ? Donc je ne vous cache pas que j'ai été surpris, agréablement surpris, j'ai réfléchi quand même un petit peu et en pesant le pour et le contre, mon chef de corps m'a dit le plat ne repassera pas 2 fois, et effectivement. Donc j'ai eu un entretien avec le prince souverain, après avoir envoyé mon CV, ma lettre de motivation, et très rapidement, j'ai su que le souverain avait acté de me prendre en tant qu'adjoint au sein de sa compagnie. Voilà. Parce que, alors, on va rentrer un peu plus dans le détail. C'est quoi la compagnie des carabiniers du Prince ? Donc, la compagnie des carabiniers du Prince a pour mission de veiller à la sécurité et des biens de la famille souveraine et de rendre les services d'honneur et protocolaires et éventuellement d'établir l'ordre public en soutien à la sûreté publique qui est la police. Donc cette unité est forte de 124 personnes, c'est la taille d'une compagnie. Donc c'est une compagnie formant corps, parce que historiquement on parle du corps des carabiniers du Prince.
Et donc elle est au quotidien au service de la famille souveraine, à la garde du palais princier, à la surveillance de la place du palais qui est attenante au palais princier, et aussi sur le domaine de Recagel qui était la résidence secondaire du souverain en France, que nous surveillons également. Alors avant de rentrer plus dans le détail, vous disiez que ça forme corps, donc vous en êtes le chef de corps. On reste combien de temps chef de corps de la compagnie des carabiniers ? Alors c'est pas normé. En France, le temps de commandement est normé, normalement c'est 2 ans. Je dirais qu'ici, tant que tout se passe bien et qu'on est atteint par la limite d'âge, mais techniquement, les derniers chefs de corps, si je prends le colonel Philippe Roboningo qui était chef de corps, il était resté 8 ans. Le colonel Gilles Convertini qui était juste avant moi, et lui il est resté 5 ans. Le colonel Fringant est resté 12 ans. Donc la longévité n'est pas franchement établie. Je pense, quand on fait bien son travail et qu'on est toujours là pour servir la famille souveraine et qu'on n'est pas atteint par la limite d'âge, on peut rester en place. Et au quotidien, c'est quoi la journée d'un chef de corps ? Le chef de corps, c'est de la gestion de ressources humaines. Donc on n'a pas, comme dans un régiment, une cellule ressources humaines et autres. Le chef de corps, il fait un peu tout, il fait les ressources humaines. On assiste aussi aux réunions, je dirais, qui se font au niveau du gouvernement. Que ce soit sur l'organisation de certaines manifestations, que ce soit aussi des réunions au palais pour l'organisation de manifestations au palais dans lesquelles on est en soutien. Dans tous les cas, il y a aussi dans la journée un passage au palais pour voir les gars, parce que le centre d'intérêt, nous, c'est vraiment le palais. Dans tous les cas, il y a un passage au moins dans la journée pour aller voir sur le terrain les carabiniers. Et ensuite, on a des activités, je dirais, de gestion administrative, c'est-à-dire que de la gestion du courrier, le traitement RH, le budgétaire, l'infrastructure, ça regroupe un petit peu tout ce qu'on peut retrouver en régiment, entre le poste d'un chef de corps et de commandant en second. On traite vraiment tout ce qui a trait au fonctionnement global de la compagnie. Pour en revenir à vous, mon commandant, quelle est la première impression quand une fois que vous aviez eu votre affectation, quand on arrive à Monaco, c'est quand même un endroit un peu particulier, et de venir y travailler en tant que chef de corps, en plus, à l'époque adjoint, la première fois, ça fait quoi ? On pense à quoi et comment on voit les choses ? Alors on pense à se faire tout petit, parce qu'on arrive dans un milieu qu'on ne maîtrise pas, même si on a fait une carrière militaire. Monaco, c'est assez particulier, c'est assez protocolaire. Donc on se dit, faut qu'on appréhende un petit peu l'environnement, parce que l'environnement change. On est une unité militaire, mais insérée dans un milieu civil. Donc il faut connaître déjà toutes les personnalités de Monaco pour pouvoir les identifier et ne pas faire d'impair. Et ensuite, au fur et à mesure, au bout d'une année, on a réussi à faire un peu le tour parce que c'est assez cyclique, toutes les manifestations sur Monaco. Donc au bout d'une année, on arrive à voir un petit peu ce qui se passe entre la connaissance interne donc du personnel des carabiniers plus la connaissance de l'extérieur. Donc au début, on est dans ces petits souliers, on regarde ce qui se passe, on essaye de comprendre comment ça fonctionne. Mais c'est très plaisant parce qu'on est dans un environnement qui est très sain, qui est sécuritaire et dans lequel on peut vraiment pleinement s'épanouir. Et pour un chef de corps ou à l'époque un adjoint, tout ce que l'on pense pouvoir faire est réalisable à Monaco. Donc c'est vrai que c'est quand même une satisfaction de pouvoir entreprendre quelque chose de cohérent et de faire évoluer la compagnie. Parce que la compagnie est une vieille dame, 200 ans d'existence, et il y a toujours besoin de faire évoluer en fonction de ce qui se passe actuellement, que ce soit au niveau environnement global, international, et puis voir améliorer au sein de la compagnie l'entraînement, l'aguerrissement, suivre la gestion des ressources humaines. Donc c'était une arrivée, je dirais, en observateur au début, parce qu'on est obligé, et après, au fur et à mesure, on prend ses marques et on se fait réellement plaisir. On devient un spécialiste people au bout de quelques temps. Vous êtes capable de reconnaître toutes les têtes Alors, je lis pas forcément Closer. Alors oui, c'est sûr que quand il y a des personnalités qui arrivent sur la place du Palais, on le sait parce qu'elles sont attendues.
Nous, notre boulot, c'est surtout parfois de chasser les paparazzi. Et dans tous les cas, quand le colonel Fringant m'avait dit « Ok, c'est acté, le souverain a dit que tu venais », le premier conseil qu'il m'a dit « Fais-toi tout petit, observe et reste tranquille ». C'est-à-dire que nous, on est aussi des travailleurs de l'ombre. C'est-à-dire qu'on sert la famille, on est là pour que tout se passe bien et on est vraiment des travailleurs de l'ombre. Le but, c'est effectivement de prendre conscience de ce positionnement particulier qui nous permet au quotidien de remplir nos missions correctement. Avant de rentrer dans le détail sur l'organisation et les missions, quelle a été pour vous la principale différence ou les principales différences entre ce que vous aviez connu dans l'armée de terre et vous parliez de moyens ou de choses comme ça? Qu'est-ce qui a été le plus marquant, c'est l'autonomie. C'est-à-dire qu'on est en autonomie complète, budgétaire essentiellement, une autonomie aussi opérationnelle. On peut se reposer sur des carabiniers que l'on choisit, qui sont complètement autonomes dans leur mission. Donc c'est vrai qu'on a c'est un peu ce détachement où on n'est pas forcément obligé d'être derrière chaque carabinier pour savoir ce qu'il fait, parce qu'on a des cadres pour ça, oui, mais il y a cette notion d'autonomie complète qui est complètement, au début c'est un peu perturbant, parce qu'on a envie de voir ce qui se passe, de s'occuper un peu de tout, puis on s'aperçoit que c'est une machine qui est bien rodée, avec énormément de spécialités, énormément de missions, et donc au fur et à mesure on arrive à déceler comment ça fonctionne. C'est un peu comme la garde républicaine, c'est un peu comme l'armée française, mais c'est un mix de tout ça mélangé avec une petite dose de protocole, une petite dose de... La compagnie, comment elle est organisée? Comment elle est constituée? Alors elle est constituée comme une compagnie, je dirais, normale, avec des officiers. On est 3 officiers, des sous-officiers supérieurs, au nombre de 5. Ce sont mes 5 chefs de section. Et ensuite, on est un effectif complet de 124 carabiniers qui sont, eux, répartis dans les sections, je dirais, c'est des sections administratives, mais au quotidien, tous ces carabiniers font le service général, donc c'est-à-dire que la garde au palais, la police place et le service aérocagène, mais ils ont des spécialités différentes. Et ils sont aussi employés au quotidien dans ces spécialités. On a une 30aine de spécialités. Ça peut être des montards, des plongeurs, des musiciens, un comptable, un secrétaire. Il y a énormément un vaguemestre, des personnes au garage, des personnes au centre opérationnel. Donc eux, ils ont leur service au quotidien qui est assez varié parce qu'ils sont employés premièrement dans le service général et ensuite dans toutes ces spécialités pour pouvoir remplir les missions du quotidien. Ça veut dire qu'un carabinier doit être quelqu'un d'assez polyvalent? Très polyvalent, oui. Alors au début, au recrutement, on recherche déjà quelqu'un qui est de nature à pouvoir remplir la mission, qui est, je dirais, constitué physiquement, une bonne constitution, et ensuite qui puisse comprendre comment fonctionne la compagnie et ne pas avoir... Donc je parle de cette autonomie, mais c'est aussi cette intelligence de situation. On cherche des gens qui ne sont pas forcément formatés parfois ou qui ont un peu un esprit, on dirait, ah oui, lui, il va pouvoir vraiment appréhender la mission et répondre au plus juste aux attendus du moment. Parce que le point particulier, on a des missions qui nous sont données, mais sur la place du Palais, en fonction des touristes qui sont là, en fonction de la famille souveraine, parce que les plans peuvent changer, qui doivent être en mesure de s'adapter pour remplir au mieux la mission. Et c'est vraiment cette intelligence de situation qui est un peu un des marquants de la compagnie. Pour revenir aux spécialités, donc, on a des gens qui gardent le palais, mais qui, à côté, vont avoir d'autres spécialités. Ça va être des plongeurs, des motards. Alors justement, un motard ou un plongeur, ça consiste en quoi quand il est dans cette spécialité? Qu'est-ce qu'il fait comme mission sur Monaco? Comme mission, donc le motard, lui, il est dédié. Donc on a les motards, ils sont au palais. Alors le motard, il y a plusieurs missions. Il y a une mission qui est dédiée au palais pour le courrier. Il peut être motard d'escorte au sein de la section motocycliste d'escorte sur des
des moments protocolaires comme la venue d'un président. Donc là, c'est l'escorte protocolaire. Il peut aussi faire des missions avec le DSR 06. On participe à ce qu'on appelle aux courbes et trajectoires, c'est-à-dire des formations aussi communes avec les gendarmes français. Il peut aussi être porté des plis ou des affaires particulières entre différents bâtiments du gouvernement ou de la famille princière. Donc ça, pour un motard, c'est assez varié. Le plongeur, il va effectuer des entraînements, que ce soit avec les pompiers, les sapeurs-pompiers. Après, les missions, ils sont en appui du musée océanographique. Ils ont certains plongeurs. Donc c'est aussi des missions d'accompagnement de scientifiques en mer. Ça peut être aussi des missions de secours en appui avec les pompiers. Donc ce maintien en compétence fait que, alors c'est sûr, ils ne plongent pas tous les jours, mais il y a ce maintien en compétence et de fait de suivre et de pouvoir effectuer un certain nombre de plongées par an pour pouvoir se maintenir en compétence. Donc il y a quand même, tout au long de l'année, un certain nombre de plongées, un certain nombre de missions qui ne sont pas forcément connues d'une année sur l'autre, mais c'est au coup par coup, on est vraiment sollicité en disant voilà, il y a une mission particulière pour ces scientifiques-là, et ça, ce sont les carabiniers qui les accompagnent. Dans la compagnie, il y a toujours dans l'organisation un nombre de postes dédiés par spécialité. Il y aura toujours tant de motards, tant de plongeurs. Pour l'instant, oui. Pour ces spécialités, oui. Motards, plongeurs, orchestre, c'est assez normé. Après, la cellule communication, là, elle est toute récente, donc en train de monter en puissance. Voilà. Nous, le but, c'est de pouvoir avoir assez de personnes sur des spécialités avec un pyramidage cohérent, sans forcément mettre trop de monde, parce qu'après, on n'a pas assez de... Voilà, il faut qu'on puisse répartir tous nos carabiniers sur toutes les spécialités. Donc, en règle générale, hormis les grosses, ce qu'on a cité, plongeurs, motards et orchestre, les autres spécialités, c'est 3 à 4 carabiniers par spécialité. Parce qu'on n'en avait pas parlé au début, en fait, dans cette organisation, ce qui représente un nombre de personnel assez conséquent, c'est l'orchestre, mais qui ne sont pas que musiciens, comme tout le reste des spécialistes. Voilà. Tout jeune qui est recruté en qualité de carabinier pour assurer le service général. Et ensuite, effectivement, on a la spécialité de musicien, et les musiciens sont dans tous les cas carabiniers. Après, effectivement, on recherche des pupitres particuliers, parce que c'est un orchestre essentiellement à base de cuivre, et il faut pouvoir entretenir tous ces pupitres en fonction des départs à la retraite. On a été dans une phase de départ à la retraite assez conséquent de personnes qui avaient été recrutées dans les années 90, qui provenaient essentiellement d'orchestres militaires. Bon, maintenant, c'est un peu diminué au sein de l'armée française. Donc, notre recrutement est tourné maintenant aussi vers le milieu civil, vers les écoles de musique, les académies de musique, pour pouvoir essayer de recruter cette spécialité assez particulière qui intervient donc lors des grands prix pour les hymnes, tout ce qui est protocolaire, mais aussi au quotidien, lors de la relève de la garde, avec 2 tambours et 2 clairons. Donc il y a vraiment les prestations extérieures, mais il y a aussi la prestation quotidienne lors de la relève de la garde. Alors justement, vous venez d'aborder le sujet là, mon commandant, le recrutement. Bon, vous avez parlé du vôtre. Comment on rentre chez les carabiniers du Prince ? Alors c'est méconnu, parce que tout le monde se fait des idées sur le fait qu'il faut être monégasque. Non, les carabiniers du Prince, tout Français peut rentrer, donc Français et ou monégasque, âgé de 19 ans à 27 ans, peut postuler pour pouvoir rentrer chez les carabiniers du Prince. Donc on a un site internet dédié où toutes les conditions sportives, tous les tests et tout ça sont mentionnés. Mais nous prenons, je dirais, tous ceux qui veulent vraiment se présenter. On a une cellule de recrutement et d'instruction qui est là et qui instruit les dossiers et qui est le point de contact aussi de tous les jeunes qui vont téléphoner. Ils auront toujours un interlocuteur privilégié qui va leur expliquer, puis qu'on prendra le temps de leur expliquer comment fonctionne la compagnie et pour qu'ils puissent ou pas postuler. Donc le recrutement dépose des dossiers en juin, recrutement en septembre, octobre, novembre, décision du souverain en fonction des résultats en décembre et incorporation en février jusqu'à fin mai. Ça consiste en quoi le recrutement ? C'est des dossiers, c'est des épreuves ? Alors il y a des épreuves académiques,
français, maths, un résumé de texte, et ensuite il y a des épreuves physiques, épreuves sportives, donc il y a de la natation, un parcours sportif, un Cooper, et ensuite il y a des tests, un entretien avec le commandement, c'est-à-dire un entretien de motivation avec le commandement, et ensuite on a aussi toute une partie de tests médicaux. Donc là c'est la médecine du travail à Monaco qui diligente, on a un médecin référent, et ce médecin va diligenter tous les examens possibles. Alors c'est normé aussi, donc il y a quasiment, ça prend 2 jours complets d'examens médicaux, et suite à ça, il y a aussi une approche psychologique pour avoir le profil psychologique de la personne. Et tout ça mis en cohérence fait que on a un certain nombre sur les dossiers qui nous sont présentés. Donc, par exemple, cette année, on a 19 dossiers. Il nous faut 4 personnes à terme. On va recruter 4 carabiniers. Donc, on verra effectivement combien il en restera à la fin. Normalement, à chaque contingent, on a le quota de personnes, mais pas forcément beaucoup plus. Donc, c'est pour ça que le but, c'est d'essayer de rayonner un maximum pour augmenter un petit peu les candidatures, pour pouvoir intégrer des personnes qui soient vraiment intéressées et qui sont motivées pour faire 30 ans de carrière, parce que les carabiniers, c'est une carrière assez longue, 30 ans de carrière à Monaco, sans forcément faire d'OPEX ou partir à l'extérieur. Alors, on va juste effectivement s'arrêter 2 secondes sur cette histoire d'OPEX. C'est une des premières choses que vous leur dites aux jeunes qui veulent arriver en disant « Attention, si toi tu as connu... l'armée, ou tout d'un coup tu veux faire quelque chose et tu penses qu'être à côté de la mer ça va te permettre de prendre le bateau et d'aller loin, faire la guerre, ça va pas être ça. » Non, là en fin de compte non, il y a le carabinier, il est scotché au rocher. Oui, il est au service de la famille souveraine. La famille souveraine, c'est le palais, la place du palais et Rocagel. Donc il faut bien comprendre qu'effectivement c'est une source de satisfaction de servir la famille souveraine, mais ensuite, au sein des spécialités, le carabinier va aussi pouvoir s'épanouir. L'épanouissement, il ne l'aura pas à l'extérieur, parce que dans tous les cas, on n'a pas vocation à quitter Monaco pour des missions, mais il peut trouver d'autres satisfactions en étant peut-être moniteur de tir. On n'en a pas parlé, mais on a des moniteurs de tir, on a des moniteurs de secourisme, on fait de la formation interne, donc il peut vraiment aussi s'épanouir dans ces domaines-là, pour former ses camarades, et en participant à des activités ou de soutien de prestations sur la place du Palais. Donc c'est varié, mais à Monaco. Quels sont les jeunes qui postulent pour venir chez vous? Ce sont tous des anciens militaires ou il y a de tout? Est-ce que vous recherchez des profils particuliers? Quelle tête il doit avoir le futur carabinier idéal? Alors, le futur carabinier, quand il y avait le service national, on recrutait essentiellement que des anciens militaires. Aujourd'hui, avec la suspension du service national, on recherche, nous, toujours des gens qui ont un profil qui peut nous intéresser militaire, mais quand on regarde le recrutement actuellement, c'est moitié d'anciens militaires et moitié de personnel qui n'ont jamais fait qui n'ont jamais eu des civils, en fin de compte, la moitié de civils. Donc, des profils particuliers, on a, nous, des besoins qu'on n'exprime pas forcément lorsque les jeunes arrivent, et au fur et à mesure, on regarde effectivement si ils pourraient, matcher avec certains de nos besoins, mais il faut qu'ils répondent à tous les critères que l'on a déjà mentionnés. Et ensuite, on voit, nous, effectivement, si ces personnes-là peuvent nous apporter une plus-value, parce que vu que nous, ça tourne quand même assez souvent, et donc il faut qu'il y ait une plus-value conséquente. Donc soit elle peut être faite avec une expérience militaire, ou soit peut être faite avec une autre expérience civile dans certains domaines. Par exemple, on a des menuisiers, on a des musiciens, on a des mécaniciens, on a un ferronnier. Alors, donc, et ça, on l'a peut-être pas forcément au niveau militaire. Militaire, ça sera peut-être quelqu'un qui sera formé en secourisme, en tir, mais je dirais ça s'arrêterait là. Et oui, il a une connaissance du milieu militaire, et qui pourra servir quand ils seront incorporés tous ensemble, qui pourra servir aussi à accompagner. Ces personnes qui ont déjà un cursus militaire
pourront aussi servir d'accompagnants sur la formation initiale aux jeunes qui n'ont pas eu ce vernis militaire avant. Et nous, c'est toujours ce mix qui fait que c'est intéressant d'avoir un mix pour pouvoir faire évoluer un peu tout le monde. Et vous avez aussi des gens issus de la police ou de la gendarmerie oui, on a donc l'armée française, donc des armées, les 3 armées, gendarmerie, police. Et après donc ça peut être aussi d'anciens pompiers volontaires, alors moi qui ont normalement plus aussi vocation à intégrer les pompiers de Monaco, mais on a des jeunes qui avaient postulé chez nous et qui étaient pompiers volontaires et qui ne voulaient pas faire pompier, mais voulaient faire carabinier parce qu'ils voulaient aussi changer. Donc oui, les 3 armées, police, gendarmerie. Et puis après, on est ouvert, je dirais, à toute proposition, à toute personne motivée, jeune, en bonne santé. Faisant plus d'1m80. Alors, oui, entre 19 et 27 ans et faisant plus d'1m80 et moins de 2 mètres. Parce qu'après, pourquoi moins de 2 mètres ? Parce qu'avec le casque, après, ils rentrent plus sous la guérite. Donc, voilà, donc c'est aussi un standard pour avoir une troupe assez uniforme et avoir aussi des personnes d'une certaine stature. Voilà, parce qu'on est quand même la garde du souverain, donc voilà. Ça impose aussi, ça doit pouvoir en imposer. Est-ce qu'une fois le passage des sélections et du recrutement terminé, est-ce que le carabinier, est-ce qu'il y a des classes, comment se déroule la formation avant de monter la garde au palais ? Donc le début de la formation se fait en février, pendant 4 mois. Durant cette formation, donc, c'est une formation, je dirais, purement militaire, c'est-à-dire le maniement de l'arme, donc Glock et M16, donc avec avec des fiches de tir, quand ils passent certains niveaux de fiches. Ensuite, ils ont une formation historique pour pouvoir appréhender vraiment l'histoire de Monaco, les institutions monégasques, parce que voilà, on change de pays et il faut savoir à qui on sert et comment est organisé le pays. Et quelles sont les autorités aussi présentes. On a une formation en police judiciaire, parce que les carabiniers sont adjoints de police judiciaire, une formation en secourisme, et ensuite on va leur apprendre vraiment le cœur du métier pour le service général, c'est-à-dire comment se déroule une garde au palais, qu'est-ce qu'on attend d'eux sur les différents postes, comment se déroule un service de police-place, quelles sont vraiment les consignes particulières, comment il doit gérer ça. Il y a aussi une phase de sport. Pendant toute leur formation initiale, on a aussi des moniteurs de sport qui leur font faire un certain nombre de séances d'un bon niveau aussi. Donc le but, c'est de les amener, même si on les récupère avec un bon niveau sportif, à la compagnie. Le but, c'est de toujours aussi de faire prendre conscience que durant toute leur carrière, ils auront des tests sportifs à effectuer et que l'entretien physique est nécessaire. Justement, la carrière, alors comment se déroule et la carrière et l'avancement du carabinier ? Alors, la carrière, pour tout carabinier, en règle générale, fait une trentaine d'années. Il peut arriver à 50 ans, il peut partir à la retraite, ou au bout de 15 ans de service, il peut aussi partir à la retraite. Mais bon, là on a très peu de cas, ils sont bien à la compagnie, ils restent au moins jusqu'à 50 ans. Ensuite, l'avancement. Donc l'avancement se fait en fonction des départs à la retraite. Je n'ai pas de sureffectif par rapport au 124, c'est vraiment la vacance de poste. Donc l'avancement est quand même assez contraint au sein des carabiniers, c'est-à-dire qu'un carabinier qui rentre carabinier de seconde classe, pour être première classe, il va falloir qu'il ait entre 10 et 15 ans. Ça, c'est normé par rapport à l'évolution de carrière. Et ensuite, une fois qu'il est déjà première classe, on va voir si effectivement on identifie les potentiels. C'est un peu comme tout RH qui a besoin de cadres. Il identifie les potentiels et à ce moment-là, certaines personnes pourront être choisies en fonction des notations et de leurs compétences pour évoluer et passer sous-officier. Mais nous n'avons pas aujourd'hui deux cursus de formation comme le CM1, comme le BSTAT, ça n'existe pas chez nous. On a une formation initiale et après c'est vraiment une formation opérationnelle sur place et avec une identification des potentiels pour pouvoir progresser en interne.
Donc c'est vraiment l'avancement, il est sur le mérite, mais en revanche, il faut être très patient. Oui, ça c'est une des qualités du carabinier aussi. Il faut être patient et se dire que dans tous les cas, si je fais bien mon travail, j'aurai un résultat, et ce résultat, dans tous les cas, se matérialisera par une progression en grade. Un jeune qui s'engage, il peut espérer terminer à quel grade au bout de 30 ans ? Alors, brigadier, donc brigadier, il peut espérer terminer brigadier. Je dirais, après, oui, les meilleurs pourront terminer sous-officier supérieur. Voire officier. Mais dans tous les cas, vous avez bien compris que c'est quand même un entonnoir. Passer première classe, quasiment tous les carabiniers peuvent passer carabinier de première classe, et ensuite brigadier, tout dépend, parce que là le brigadier, il y aura des choix jeunes de brigadier, des choix vieux, c'est un peu comme... et là c'est vraiment... le carabinier, techniquement, s'il fait bien son travail, c'est première classe brigadier, minimum. Et après c'est en fonction de ses compétences, de ses capacités, et puis aussi peut-être des spécialités qui pourront le porter ou pas, ou de son travail au quotidien. Moi, c'est assez contraint. Je vous l'avoue qu'effectivement, on rentre chez les carabiniers, c'est pour y faire carrière, oui, mais après, il faut pouvoir se dire qu'il va falloir être patient, et c'est surtout conserver cette motivation tout au fil des années, parce que se dire qu'au bout de 10 ans, pendant 10 ans, je ne vais pas évoluer. Oui, j'évoluerai en notation, parce qu'il y a une notation annuelle. J'évoluerai en notation pour pouvoir me permettre d'être première classe, mais dans tous les cas, oui, il va falloir attendre. Après, le première classe carabinier, c'est pas en termes de responsabilité, de quotidien, le première classe... C'est identique, c'est quasiment identique, mais c'est déjà un premier stade où c'est déjà une reconnaissance, on dire ok, il est passé première classe. Alors c'est pas qu'à l'ancienneté, il y a des premières classes, comme je dis, il y a des choix jeunes, mais c'est déjà pour un carabinier, je passe première classe, c'est déjà le premier stade, et voilà, j'arrive à décoller, mais ce décollage ne se fera qu'au bout de 10 ans. Et on est contractuel toute sa carrière Oui, ce sont des contrats de 5 ans. Après, pour les sous-officiers, ils peuvent passer sous-officier de carrière. Il y a un maréchal qui, au bout de 2 ans de grade de maréchal, avec une certaine condition de notation et de conditions physiques, peut postuler pour passer de carrière. Et à ce moment-là, s'il passe de carrière, après il n'a plus de tests professionnels. Parce que chaque carabinier, tous les ans, fait des tests physiques et des tests professionnels de connaissances techniques professionnelles en interne. Pour essayer à chaque fois de maintenir un niveau et une motivation. Tout à fait. Les tests physiques, c'est comme les CCPM dans les armées ? Ça s'apparente pour certaines épreuves, parce que je ne vous cache pas qu'au début, c'était un copier-coller des CCPM. Là c'est aussi, donc il y a une épreuve d'aisance aquatique qui est identique au CCPM. Après, il y a un parcours de musculation qui n'existe pas en France, mais là, qui est adapté à Monaco, avec il y a des barèmes en fonction des tranches d'âge, c'est toujours pareil. Il y a de la course, il y a un Cooper, et il y a du tir. C'est-à-dire qu'il y a aussi, pour conserver ses compétences et pour pouvoir porter l'arme, c'est au niveau législatif, il y a 4 tirs à faire par an qui sont notés, 4 tirs Glock et 1 tir arme longue. Quand on vient servir à Monaco, on vient servir à l'étranger, on sert dans un autre pays. Est-ce qu'on peut en demander la nationalité ? Est-ce qu'un carabinier, au bout de tant d'années de service, peut prétendre à demander la nationalité monégasque, ou non, ça se fait pas, c'est pas comme ça ? Non, parce que c'est normé, c'est-à-dire que c'est inscrit dans la loi. Et donc, c'est-à-dire pour pouvoir prétendre à faire son dossier, il faut au moins 40 ans de présence à Monaco. Donc ça, ou alors pouvoir justifier d'une présence familiale d'au moins 40 ans. Donc, et après, dans tous les cas, il y a aussi, si un carabinier se marie avec une monégasque, au bout d'un certain nombre d'années,
s'il est encore là, il deviendra monégasque, mais dans tous les cas, c'est pas du tout la vocation du carabinier. Il est français, il s'engage à Monaco, il sert le souverain, et faut vraiment prendre conscience qu'il y a un après, et ce que c'est après, c'est souvent un retour en France, parce que dans tous les cas, on ne peut pas rester à Monaco. C'est-à-dire, on habite à Monaco, on est résident pendant notre service ici, et après, dès qu'on n'est plus carabinier, on ne peut plus rester à Monaco. Ce service du souverain, donc ce qu'on ne connaît pas en France, c'est une notion qui passe facilement. Je suis justement un jeune Français qui arrive, même si c'est un peu renseigné sur Monaco, entre se renseigner et le vivre et servir une famille princière, ça doit être quand même quelque chose de particulier. Comment ils s'y font ? Ils s'y font très bien, parce qu'en fin de compte, c'est un aspect familial. Et c'est ça qui est assez intéressant ici, c'est qu'on sert une famille et qu'il y a un retour aussi. C'est-à-dire que le souverain connaît parfaitement tous ses carabiniers, il y a aussi une reconnaissance, et que non, on n'a pas forcément, je dirais, en France. On sert un État, mais on ne voit pas au quotidien le président de la République. Là, le carabinier qui est au palais, dans l'absolu, il peut voir le souverain tous les jours, ou sa famille tous les jours. Donc il y a une proximité toute relative, mais il y a une proximité avec la famille qui fait qu'on sert la famille, on les voit au quotidien, on est là avec eux, et on a envie vraiment de les servir au mieux. Donc c'est vrai qu'il y a cette notion d'intérêt commun, d'intérêt qui fait que ça fédère de suite, même ceux qui n'ont pas eu de vocation à être militaires avant, où c'est vraiment fédérateur. L'entraînement pour le carabinier, il est régulier, il est quotidien. Alors vous parliez de sport, de tir, en fait, parce que vous demandez aux gars d'avoir un niveau opérationnel en fait assez poussé. Oui, pour pouvoir réagir, parce que ce que l'on conçoit, ce qu'on voit du carabinier, effectivement, c'est le carabinier à la porte d'honneur sous la guérite. Mais ce carabinier, au final, il est entraîné à utiliser ses armes de dotation, à pouvoir réagir et à changer de configuration, parce qu'il ne faut pas oublier que même si on est dans un pays en sécurité, toute relative, comme dans chaque pays, on doit pouvoir être en mesure de réagir et de changer de posture. Donc ça, nos carabiniers sont formés aussi, pour pouvoir utiliser de l'armement avec des protections balistiques et de pouvoir évoluer en binôme, en trinôme. Ça, c'est pour l'aspect opérationnel. Et ensuite, au niveau entraînement sportif, donc ils sont naturellement sportifs et ils ont à cœur de s'entretenir physiquement. Il y a une certaine émulation entre les carabiniers, parce qu'il y a pas mal de spécialités. On a certains qui sont concentrés plus sur les sports de combat, on a quand même d'autres qui sont des cyclistes, d'autres qui sont des plongeurs, des nageurs, mais après il y a un tronc commun, c'est toujours la course à pied. Il n'y a pas forcément de séance comme en régiment, on dit ce matin c'est sport pour tout le monde. Nous, en fin de compte, le carabinier se gère au niveau de son sport, parce que les services sont tellement particuliers qu'on arrive à faire avec le bureau des sports des séances donc encadrées, mais vous allez avoir 5-6 carabiniers le matin pour faire une séance de sport encadrée. Mais l'environnement, donc avec la mer, la montagne, fait qu'ils sont tous orientés vers des sports, je dirais pas extrêmes, mais il y en a qui font énorme. On a des triathlètes, on a aussi donc on a des athlètes qui font les jeux c'est des jeux sportifs militaires donc ils sont partis en Angola représenter Monaco, qui sont partis aux jeux militaires à Wuhan. C'était dans le 1500 mètres, seulement du cross-country. Donc on a recruté dernièrement un jeune triathlète qui avait un niveau européen. On a quand même des personnes qui sont physiquement, qui sont quand même très affûtées. Qui sont lui-même sur la place du Palais. Oui. Justement, alors vous parliez à l'instant du matériel. On a visité l'armurerie. Vous avez de la protection balistique, des casques, vous avez du M4 en armement, du Glock. C'est loin effectivement de l'image de la garde du Palais
dans une tenue de tradition, et donc c'est peut-être l'image que beaucoup de gens ont, et puis c'est celle qu'ils ont quand ils sont devant le palais, mais c'est bien des gens qui sont dédiés à garder et à protéger la famille princière, donc ils sont capables de réversibilité s'il devait se passer quelque chose. Oui, c'est bien résumé, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en permanence, on est en capacité de pouvoir intervenir avec des moyens que l'on ne voit pas. C'est normal, hein, parce qu'on ne va pas dévoiler non plus tous nos moyens, mais on est en capacité de réaction sur la place du Palais et même au niveau des casernes. Et ça, c'est notre force. C'est-à-dire que, comme je le dis, hein, c'est la force tranquille. On reste dans l'ombre, mais en mesure d'intervenir et, s'il faut, de frapper fort. Alors, il y a eu autour, et pas très loin, notamment à Nice, des attentats assez sanglants. Est-ce que vous avez changé de posture, justement, depuis ces attentats, comme ils étaient géographiquement très proches, ou même est-ce que 2015 à Paris vous a fait aussi réfléchir sur vos manières de vous organiser, d'entraînement Alors, ça a été une réflexion et un révélateur au niveau national. Je n'ai pas forcément que pour les carabiniers. Je pense qu'effectivement, la sûreté aussi ont pris conscience. Et on a eu des efforts de fait pour pouvoir s'équiper et en conséquence pour pouvoir réagir. Donc c'est vrai que l'acquisition d'armements spécifiques, de protection balistique spécifique date aussi de ce moment-là, d'où la mise en place d'entraînement pour pouvoir réagir à soit des mouvements de foule, soit effectivement à ce qu'on appelle de la tuerie de masse, mais c'est vrai ça a modifié le type d'entraînement, ça a modifié la notion de on est sur la place du Palais, tout va bien, oui, tout va bien, mais effectivement on se prépare et on est préparé pour pouvoir réagir si jamais il se passait quelque chose. Parce que c'est plusieurs milliers de personnes par jour qui passent sur cette place. Oui, le point d'orgue, c'est effectivement la relève de la garde, à 11h55, où là on a une affluence au plus haut de l'été, ça peut être 3 000 à 4 000 personnes pendant une petite demi-heure sur la place. Donc c'est vrai que c'est un point, je dirais, névralgique, mais on est en capacité de pouvoir réagir, mais c'est toujours, je dirais, perturbant aussi quand on a une foule de ce niveau-là, de pouvoir, je dirais, considérer tout ce qu'on doit faire. Donc oui, on est entraîné pour, mais après, effectivement, la réaction d'une foule, on ne la maîtrise pas trop, mais on essaye on travaille à faire certaines sociétés sur de la modélisation, ça on n'en a pas conscience, mais on a modélisé avec l'affluence de la place, c'est pour savoir s'il se passe quelque chose, comment le touriste va évacuer, quels sont, nous, les axes. Alors, il y a beaucoup de sociétés qui travaillent aussi avec ces systèmes, que ce soit dans les stades de foot, si jamais pour l'évacuation des stades de foot, pour essayer de fluidifier les sorties et tout ça. Donc on a aussi ce travail-là, on ne maîtrise pas du tout, hein, on ne le conçoit pas. Mais on a un travail d'anticipation pour savoir quels sont les axes d'amélioration, nous, pour si jamais il se passe quelque chose, pour que ça se passe le mieux possible. Est-ce que vous travaillez avec des services français, que ce soit pour de l'entraînement, du relationnel pour échanger Il y a toujours eu ces échanges, que ce soit avec la gendarmerie, pour l'aspect motard, essentiellement avec la garde républicaine, ou la police nationale, pour nos moniteurs de tir qui sont formés à Canécluse. Et ensuite, on a aussi un lien naturel avec l'armée française, parce que tous les princes de Monaco ont servi un moment de leur vie l'armée française. Il y a toujours ce lien, et de fait aussi avec des copains de promotion et qui sont aussi toujours en bonne place dans les régiments, les états-majors, pour pouvoir faire une veille technologique et savoir ce qui se passe, et pouvoir aussi envoyer les carabiniers. Alors quand je vous dis qu'ils ne sortaient pas, le but c'est d'essayer de les faire sortir sur 2-3 jours pour pouvoir découvrir autre chose, s'aguerrir aussi différemment et profiter de ces contacts
pour évoluer aussi. Vous, depuis que vous êtes arrivé, vous avez eu des souvenirs particuliers, il y a des moments plus forts que d'autres. Un Grand Prix de Formule 1, c'est comment? La première fois, c'est pas le Grand Prix par lui-même, parce que c'est vrai que c'est joli, c'est exceptionnel. Moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est la transformation de la ville. Parce que la ville est complètement transformée quand le circuit est construit. Il y a 2 mois de construction, de mise en place du barriérage et tout ça. On a l'impression de découvrir une autre ville. Après, c'est vrai que le Grand Prix, c'est quand même exceptionnel. Mais après, c'est surtout parfois sur la venue du président chinois, Xi Jinping. C'est vrai que là, c'était aussi assez particulier, autant dans la préparation que le jour de la cérémonie. On se dit, on vit des moments historiques. En fin de compte, on est au cœur d'une vie où il se passe des choses atypiques. À Monaco, il se passe toujours quelque chose, mais c'est toujours atypique. Donc c'est vrai qu'on a toujours quelque chose de dire, ah oui, ça, effectivement, si j'avais pas été là, je l'aurais jamais vu. Et c'est ça ce qui est un peu croustillant à Monaco. Et vous qui venez de l'armée de terre, donc qui avez servi un pays et à plusieurs reprises en opération extérieure, qu'est-ce que ça fait d'être militaire dans un pays neutre? Est-ce que ça fait quelque chose? Est-ce qu'on sent Non, on ne sent pas forcément la différence, parce que je dirais, c'est le culte de la mission. Quand on a une mission, on la remplit. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas d'engagement politique de Monaco dans certains pays. Ils ne s'engagent pas politiquement sur des opérations. Mais on est engagé pleinement auprès de la famille et on y pense. Non, il n'y a pas de. C'est pas particulièrement. C'est une continuité, c'est une mission, c'est une continuité de mission et il n'y a pas de particularisme. Non, on s'adapte à vivre différemment parce que c'est quand même une vie un peu différente. Mais on perçoit pas, on se dit pas, on peut pas partir parce qu'on n'est pas engagé politiquement. Non, c'est pas du tout ça. Vous regrettez pas votre Non, je regrette pas. C'est même une deuxième partie de carrière. C'est-à-dire, c'est arrivé aussi, je pense, au bon moment, parce que c'est vrai que officier supérieur dans l'armée française, après, on est à vocation à être en état-major. Ou alors C2 en régiment. Donc pour un EMIA, c'est un peu on est embuté à ce niveau-là. Et donc c'est vrai qu'on se dit effectivement c'est intéressant de pouvoir rebasculer sur quelque chose de complètement différent et de s'épanouir différemment. Franchement, je ne regrette pas du tout. Je dis pas que j'aurais pas fait mieux en France, mais c'est une opportunité qui fait que c'est la richesse. Alors, la richesse de l'armée française fait que ces officiers, elles forment des officiers qui sont aussi reconnus et qui permettent d'aller aussi souvent, en fin de carrière, partir dans d'autres organismes, d'autres sociétés. Et là, c'est intéressant. Et c'est intéressant pour Monaco, je pense, de pouvoir récupérer des officiers français. Oui, avec effectivement des découvertes, juste pour reprendre, vivre des moments comme le Grand Prix de Formule 1 en tant que carabinier, ça doit être assez incroyable, non? C'est l'impression de vivre un événement vraiment de l'intérieur et d'y participer complètement, quelque chose que vous regardiez avant de très loin? Oui, alors on y participe et en fin de compte, alors quand on fait une opération en militaire, on est entre militaires. On a un PC, même si c'est un PC tactique, on a toujours des militaires à côté. Point particulier ici, c'est qu'en fin de compte, on est le seul militaire avec les pompiers. Et tout le reste, c'est effectivement, ça fait plus cellule de crise ou interministérielle. Et c'est ça un petit peu qui diffère à Monaco, c'est qu'on est plongé avec le civil, avec la Croix-Rouge monégasque, avec la sûreté, pour le Grand Prix, il y a l'Automobile Club, il y a énormément de monde. Et on baigne dans un environnement qui est très très riche en contact, c'est de la diversité qui fait que on est
on est militaire, mais pleinement intégré dans la vie de la ville, de l'État. Et cette sensation, on ne l'a pas forcément en France, en tant que militaire français, parce qu'on est toujours, je dirais, en état-major, en travail, en vase clos. Ici, c'est vraiment une ouverture avec tous les organismes. Ça peut être le Yacht Club pour certaines choses, là, l'Automobile Club, ça peut être des organismes internationaux. Donc, on est vraiment attaché à travailler avec énormément de monde, complètement différent. Et c'est vrai que c'est particulier, c'est une sensation qu'on ne vit pas au quotidien en tant que militaire français quand on est déployé en OPEX. En revanche, donc sur la ville, la sûreté de la ville est assurée par une force de police et vous êtes vraiment dédié à la famille souveraine. Oui, la sûreté publique, donc ils sont à peu près un effectif de 600, c'est effectivement sur la sécurité du pays. Et qui est la ville. Et nos missions sont vraiment tournées et dédiées à la famille, protection de la famille et de leurs biens. Est-ce qu'on peut parler d'avenir pour la compagnie des carabiniers? Est-ce qu'il y a des choses qui vont évoluer? Est-ce que vous réfléchissez à un mode de fonctionnement ou autre puisque vous disiez que c'est en perpétuelle évolution, c'est une vieille dame mais qui continue. Oui, là on a un exemple, c'est l'acquisition de drones avec des télépilotes drones. Donc là c'est aussi une évolution au sein d'une cellule de la compagnie qui n'existait pas. Donc on a créé la cellule drone. Après on ne sait pas effectivement quelles seront aussi les évolutions à terme sur certains domaines de compétences. Ensuite, au niveau effectif, on est 124. Est-ce que cet effectif évoluera dans le temps ou pas ? Parce qu'on est quand même c'est un effectif contraint avec des missions qui sont de plus en plus prégnantes, avec aussi un engagement de plus en plus présent auprès de la famille souveraine. Donc oui, on est toujours appelé. De toute façon, une unité qui n'évolue pas, c'est qu'elle régresse. Donc moi, le but, c'est de faire évoluer. Alors ça peut être aussi en RH, au niveau infrastructure. On a aussi pas mal de projets au niveau de l'infrastructure de la compagnie sur de l'aménagement structurel. Il y a énormément de choses. Il y a plein de projets. Sur le musée aussi, on a un musée des carabiniers qui est aussi appelé à évoluer avec le temps pour pouvoir le rendre plus accessible au public. Donc oui, c'est toujours en évolution. Et puis, alors on est aussi sollicité sur certains domaines en nous disant tiens, effectivement, pourquoi vous ne ferez pas ça? Nous, ça nous intéresserait. Alors là, il y a toujours des pistes. Alors on a nos idées, mais il y a toujours des pistes aussi qui viennent parfois de l'extérieur. Et c'est ça ici qui est intéressant, c'est que ça phosphore beaucoup et c'est toujours en évolution pour essayer de faire avancer et de faire rayonner Monaco. Alors le rayonnement peut se faire aussi à travers la compagnie des carabiniers sur plein de choses. Pour terminer, mon commandant, est-ce que vous avez un conseil à donner à un jeune qui voudrait rentrer chez les carabiniers? Oui, alors qu'il n'hésite pas, qu'il réfléchisse bien, parce qu'effectivement, c'est une vocation. Ça reste quand même une vocation, quoi qu'on en dise. Peser effectivement le pour et le contre en te disant je viens servir un souverain pour 30 ans, donc il faut vivre avant. Il y a ça, c'est le conseil, c'est aussi ne pas trop se précipiter pour venir chez nous. Vous avez le temps, prenez le temps de vous aguerrir un petit peu avant, que ce soit physiquement ou de découvrir, de vivre aussi un petit peu avant et après de venir chez nous pour être vraiment heureux d'avoir vécu quelque chose avant et de se dire là maintenant ça y est, c'est un nouvel horizon, je vais me donner corps et âme pour ce métier parce que c'est un beau métier au service d'un souverain et il faut rester effectivement motivé tout au long de sa carrière. Donc voilà, c'est vraiment un réel engagement. C'est ce que je peux leur dire. Venez, vous ne serez pas déçus, mais vous êtes attendus parce qu'on espère toujours avoir autant de candidatures. Vous êtes attendus, mais ne vous attendez pas à ce qu'on vous ouvre grand les portes. Il faut, comme dans toute institution, il faut vraiment faire ses preuves et faire preuve aussi d'humilité. Et même si toutes les motivations sont bonnes, mais il faut rester humble tout au long de sa carrière chez les carabiniers. Merci beaucoup, mon commandant. Merci beaucoup à vous.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en version papier disponible sur le site internet défense-zone.com. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite pour un prochain épisode.